La France, le nom de la France renvoie au franc. Et le monde des francs concerne aussi bien la France que l'Allemagne, en fait. On parle d'une langue, d'ailleurs, qui s'appelle le francique. Et des mots comme, par exemple, guerre ne sont pas des mots latins, ce sont des mots franciques. Même s'ils sont passés dans certaines langues latines, comme l'espagnol, guerra, mais ça vient du francique. N'oublions pas que l'Espagne a été envahie par les Visigoths. Et tous ces noms, comme Guillaume, Gauthier, etc., sont des noms du francique. Alors il y a un francique particulier pour l'Angleterre, parce qu'en France, par exemple, nous avons en allemand, en anglais, par exemple, le mot morrow, tomorrow. Eh bien, en anglais, en allemand, c'est morgen. Donc le W anglais correspond au G allemand. Mais ce sont des formes diverses de la même langue, francique. Tout comme l'espagnol et le français diffèrent aussi. Au sein d'une même famille de langues, il peut y avoir des différences. Donc pleurer en français, ça devient llorar en espagnol. Pleuvoir en français, ça devient llover. Donc le P disparaît en espagnol dans son deux cas. Donc il faut distinguer tout ce qui distingue le français et l'anglais n'est pas forcément lié à la langue, le choc entre les deux langues, mais à des variantes au sein d'une même langue qu'est le francique, dont le français est tributaire. Que le français est une langue à la fois latine et germanique par certains côtés. Mais elle a un fond germanique au niveau par exemple grammatical sur certains points, mais son lexique est essentiellement latin, à part quelques exceptions comme celles que je viens de signaler, qui vont pas très loin. Alors, toujours dans cette direction, quand on regarde la géographie, le nom qu'on donne au pays, on voit à quel point l'anglais est sous la tutelle du français. En tout cas, elle l'a été à une certaine époque sur ce plan-là. Puisque les grands pays d'Europe, il y a des grands pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, la France, qui portent des noms typiquement français. Au niveau de l'esthétique du design, ce sont des noms français. Italie, en anglais, c'est Italy, avec un Y. Grèce, c'est Greece, avec deux E. L'Allemagne, c'est Germany, avec un Y. Et l'Espagne, c'est Spain, qui est une forme de Espagne. Et comme la Bretagne, c'est Britain. La Normandie, c'est Normandie. La Bourgogne, c'est Burgundy, etc. Donc, on a une francisation, plus exactement, c'est même pas une francisation, on a une francisation des noms géographiques qui est passée en anglais. Ça ne sera pas le cas par la suite. Les Anglais disent America, ils ne disent pas Amérique. Mais d'une manière générale, jusqu'à une certaine époque, toute la représentation géographique du monde passait par le français, par le design, par la touche française. Alors, dans le cas de l'anglais, on a ce qu'on pourrait appeler une sorte de copier-coller. C'est-à-dire, on prend le mot français et on le reprend tel quel. C'est assez curieux ce phénomène. Le phénomène est d'autant plus marquant depuis l'invention de l'imprimerie. Puisque, qu'est-ce que c'est que l'imprimerie? C'est du copier-coller. Tant qu'on était au niveau du manuscrit, chaque manuscrit était différent. On ne peut pas faire deux manuscrits identiques. En revanche, avec l'imprimerie, on peut faire 500, 1000, milliers, des milliers de versions, d'éditions, d'exemplaires qui seront strictement identiques.
ce qui est inconcevable au niveau du manuscrit. Donc là, nous avons une révolution qui n'a pas été signalée. La révolution de l'imprimerie, c'est aussi une révolution du copier-coller. C'est-à-dire actuellement, là, actuellement, on enregistre tel quel, on photographie tel quel, on copie tel quel. Il n'y a plus ce travail de transformation du document de départ. Transformation volontaire ou involontaire d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui copie, il ne cherche pas forcément, quand il copie un autre document qui lui-même a été copié, il ne cherche pas forcément à être différent. Mais de facto, on ne pourra jamais copier un même document identique, tout comme on ne pourra jamais faire deux matchs de foot identiques, etc. Donc on est dans le copier-coller avec une incapacité croissante à apporter un élément spécifique, un élément individuel. Et aussi, le grand problème, c'est qu'on n'arrive plus à savoir quel est l'original, puisque la copie ressemble comme une goutte d'eau à l'original. Ce qui pose évidemment des problèmes d'appropriation, parce que je copie l'autre, je fais que copier-coller que l'autre, mais en même temps, je peux me substituer à l'autre. Je peux le remplacer, je peux me faire passer pour l'autre. Donc là, il y a une sorte de processus d'imposture qui est intéressant et qui est lui-même généré par l'invention de l'imprimerie. Et même par l'industrialisation en général, parce que même l'artisan ne pouvait jamais faire exactement deux objets identiques. Tout comme un peintre ne pourra jamais faire deux tableaux identiques. Mais avec l'industrialisation, on a des objets qui sont exactement identiques, qui sont interchangeables. Et je voudrais terminer sur une note qui pourra peut-être un peu paraître étrange, mais est-ce que les individus ne sont pas interchangeables jusqu'à un certain point? Vous connaissez le taylorisme, qui est une forme d'interchangeabilité. On prend le travail, le mode de fonctionnement, le mode d'apprentissage du travail est tellement rapide qu'on peut très bien recruter quelqu'un et puis le former en quelques heures. Et voilà, il peut remplacer un autre. Donc, d'où la pression d'ailleurs que remarquait Marx, alors que plus le travail est mécanique, plus les ouvriers sont en position de faiblesse puisqu'on peut les remplacer et qu'ils sont interchangeables. Surtout si en plus les femmes entrent dans le circuit du travail et qu'elles aussi, le travail leur est de plus en plus accessible parce que c'est de plus en plus simplifié. Et donc là, comme disait Marx, dans le manifeste du Parti communiste, eh bien, les femmes peuvent également peser sur les conditions de travail des hommes et notamment sur les conditions des horaires, mais aussi des conditions des salaires. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le fait qu'on utilise pour certaines professions des gens qui sont interchangeables. Alors, ils ne le sont pas réellement, mais ils sont perçus comme tels, ce qui revient au même. Je prends le cas des Noirs, dans le monde de la sécurité, des vigies, etc. Bien sûr qu'un Africain dira chaque Noir est différent, on le reconnaît, il est distinct, etc. Mais pour un Caucasien, pour un Blanc, tous ces Noirs-là, on ne les distingue pas. Donc ils sont interchangeables. Et quelque part, on va choisir dans le domaine justement de la technologie, qui est un domaine de l'interchangeabilité, puisque on produit des choses à un très grand nombre d'exemplaires, on va choisir des noirs parce que pour les blancs, ils sont interchangeables. Donc ça rentre bien dans le contexte de l'interchangeabilité de l'environnement. Et inversement, bien entendu, si on pouvait inverser les choses, dans un monde africain, les blancs seraient interchangeables. Ou les jaunes seraient interchangeables, ou les blancs seraient interchangeables dans un pays de majorité jaune. Enfin, nous sommes tous interchangeables par rapport à une race différente de la nôtre. Ça, c'est clair. Et cette interchangeabilité, elle fait écho quelque part à cette question de l'imprimerie, du copier-coller, de la production en nombre. Eh bien, les gens qui sont interchangeables, ils sont dans une dynamique de production en nombre.